Être champion du monde, c'est le but ultime. C'est ce qu'on retient sur les fiches Wikipédia, dans les classements, dans les archives officielles. Mais la vérité, c'est que certains pilotes avaient tout, la vitesse, le talent, les victoires, tout. Sauf ce maudit titre. Dans cette vidéo, on va parler de ceux qui ont fait vibrer les paddocks et les tribunes, qui ont parfois dominé des saisons entières sans jamais être sacrés. Et je pouvais pas commencer cette vidéo sans vous parler de Daniel Pedrosa. Dani fait ses débuts en 2001, il a 15 ans et il va être repéré grâce à la Movistar Activa Cup, un programme pour trouver les jeunes talents en Espagne et qui est lancé par Alberto Puig. Il va alors terminer 3e du championnat d'Espagne, 125 cm3, ce qui va lui ouvrir les portes du championnat du monde l'année suivante. En 2002, il fera donc ses débuts en 125 cm3 avec l'équipe Telefónica Movistar Honda et montrera déjà une belle régularité. Et dès 2003, il sera sacré champion du monde 125 cm3 avec 5 victoires. Il devient alors, à l'époque, le plus jeune champion du monde de l'histoire de la catégorie, à seulement 17 ans. Mais en octobre de cette même année, il chute sévèrement à Phillip Island et se fracture les 2 chevilles. Il se fera donc opérer et manquera les derniers Grands Prix. En 2004, il passe dans la catégorie 250 cm3 avec Honda et malgré sa blessure, il va impressionner. Il va même gagner le titre de champion du monde cette saison. Il continue en 2005 en devenant double champion du monde de 250 cm3 face à Jorge Lorenzo. Il n'a que 20 ans à l'époque. C'est en 2006 que Pedrosa va faire son entrée en MotoGP chez Repsol Honda, donc directement dans l'équipe usine, ce qui est assez rare pour un rookie. Cette année-là, il remportera 2 grands prix, celui de Chine et celui de Donington, et terminera 5e du championnat et sera élu rookie de l'année. L'année suivante, il passe au statut de vrai prétendant au titre, il termine 2e au classement général derrière Kazakhstan, mais il a notamment été gêné par quelques chutes en Turquie et au Japon. Arrive 2008 où il commence très fort la saison et mène le championnat pendant plusieurs courses, mais malheureusement, il va chuter en Allemagne et se blesser à la main, puis rechute à Brno. Il finit alors 3e du championnat et ses blessures vont commencer à devenir un problème récurrent. Et malheureusement, 2009 va ressembler à 2008 car cette année sera encore une fois marquée par les chutes et se blessera même au genou dès les essais pré-saison. Il remportera tout de même 2 courses à Laguna Seca et Valence. Va arriver en 2010 son pic de forme. 2010 est sans doute sa meilleure chance au titre. Il remporte 4 grands prix et se bat face à Lorenzo pour le championnat, mais à Motegi, il chute pendant l'entraînement et se fracture la clavicule, saison terminée. Lorenzo est titré. En 2011, encore une fracture de la clavicule au Grand Prix de France après un accrochage avec Simoncelli. Il reviendra quand même et remportera 3 courses. En 2012, saison quasi parfaite, 7 victoires et une régularité incroyable. Il termine vice-champion du monde derrière Lorenzo avec seulement 18 points d'écart. Il a même gagné la dernière course à Valence sous la pluie avec une stratégie osée. C'est son année la plus complète, mais encore une fois, ça ne suffit pas. L'année suivante, Marquez débarque chez Honda et devient son nouveau coéquipier, mais Pedrosa est de nouveau très solide et remporte 3 courses, mais se refracture une nouvelle fois la clavicule à Sachsenring. Malheureusement, de 2014 à 2016, il reste performant mais n'est clairement plus la priorité de Honda, et chaque saison sera tout de même marquée par des victoires, mais aussi beaucoup de blessures au poignet, à la cheville et à la clavicule, et subira en 2015 une opération du bras liée au syndrome des loges. Il remportera son dernier Grand Prix en 2017 à Jerez et termine la saison à la 4e place avant d'annoncer sa retraite en 2018 après une année sans podium. Après ça, il est devenu pilote d'essai pour KTM. Il a joué un rôle important dans le développement de la RC16 et continue encore aujourd'hui d'être le pilier central du programme de développement de KTM en MotoGP. Passons maintenant à Andrea Dovizioso. Dovizioso commence la moto en 1998 et entre 1998 et 2000, il devient déjà champion d'Italie junior et progresse très vite dans les formules de promotion. En 2001, il entre dans le championnat d'Europe 125 cm3 et se fait remarquer grâce à son calme et sa constance. Donc en 2002, il fait ses débuts en championnat du monde 125 cm3 et seulement 2 ans plus tard, en 2004, il deviendra champion du monde 125 cm3 avec Honda, 5 victoires, 11 podiums. En 2005, il monte dans la catégorie 250 cm3 avec Honda et en 2006 et 2007, il sera vice-champion du monde 2 années de suite derrière Lorenzo. C'est en 2008 qu'il fera ses débuts dans la catégorie Rennes avec l'équipe satellite GIR Team Scott Honda et dès sa première année, il va impressionner en terminant 5e à Sepang, ce qui sera son meilleur résultat de la saison. Mais il terminera également 5e du championnat, ce qui est exceptionnel pour une première saison, surtout sur une moto satellite. Il sera surnommé Rookie de l'année. En 2009,
2009, il rejoindra l'équipe usine Repsol Honda. Il gagnera son premier Grand Prix à Donington, sous la pluie, mais cette année-là, Dovizioso va souffrir face à ses coéquipiers Pedrosa et Stoner et restera en retrait. En 2011, ça se complique pour Dovizioso, il termine 3ème du championnat, mais Repsol réduit à 2 motos pour 2012. Il est alors éjecté du team. Il partira donc chez Tech 3 Yamaha en 2012 où il fera une bonne saison avec 6 podiums, mais malheureusement aucune victoire. Il est vu comme un excellent pilote, mais pas encore comme un potentiel champion. En 2013 commencera l'ère Ducati et sera un vrai tournant pour lui. Il rejoint alors Ducati qui est en crise. La moto est difficile et même dangereuse. Les 2 premières saisons vont être compliquées. Il ne fait aucun podium, mais continue d'y croire et reste patient. Il gagnera son premier podium avec Ducati en 2015 à Losail et gagnera son premier Grand Prix l'année suivante en Malaisie. Cette saison marquera le début du retour de Ducati au sommet avec lui. 2017 commencera le sommet pour Dovizioso. Il gagnera 9 Grands Prix et se bat jusqu'à la dernière course contre Marc Marquez. Il termine alors vice-champion du monde avec un duel épique en Autriche. En 2018, même histoire, il termine encore une fois vice-champion du monde derrière Marquez avec 4 victoires et pour clôturer en beauté, rebelote en 2019, encore une fois vice-champion du monde avec 2 victoires, toujours dans l'ombre de Marc Marquez. Et malheureusement, en 2020, ça se gâte, le relationnel avec Ducati se tend, la Desmo Sedici évolue dans une direction qu'il ne valide pas du tout, il termine donc 4ème du championnat et annonce quitter Ducati sans autre guidon garanti. Il décide donc de faire une pause en 2021 et beaucoup vont alors penser que c'en est fini pour lui. Mais il va revenir à la mi-saison 2021 chez Yamaha Petronas, mais la moto ne lui convient pas et il est très loin des points. En 2022 pareil, il est trop loin et trop en difficulté. Il annonce alors sa retraite définitive en septembre 2022 à Misano. Aujourd'hui, il se consacre à des projets personnels, notamment dans le VTT et le motocross, et a même participé à quelques compétitions de motocross et d'enduro pour le plaisir. Ensuite, voyons Randy Mamola. Mamola, très jeune, brille dans les compétitions américaines de dirt track et de vitesse, et dès ses 20 ans, en 1979, il fera ses débuts en 500 cm3 dans la catégorie reine à l'époque. En 1980, il fait sa première saison complète avec Suzuki, et à la surprise générale, il termine 2ème du championnat du monde derrière Kenny Roberts, et il devient très vite le chouchou du public grâce à son style spectaculaire et agressif. En 1981, toujours avec Suzuki, il va remporter 3 courses et finit 3ème du championnat. Et en 1982, il quitte Suzuki pour rejoindre l'équipe usine Yamaha et remplace Kenny Roberts qui est blessé et finit 2ème du championnat. En 1983, il remporte 3 Grands Prix et se bat pour le titre face à Spencer et Roberts, mais chute dans les moments décisifs. Il termine finalement 3ème du championnat. En 1984, il réalise une saison très solide avec pas mal de victoires et termine vice-champion du monde derrière Lawson, son coéquipier. Mais malheureusement, Yamaha va commencer à se concentrer bien plus sur Lawson, donc en 1985, il passera chez Honda et gagnera 2 courses et termine encore une fois vice-champion du monde. C'est la 3ème fois qu'il termine 2ème sans jamais monter sur la plus haute marche du championnat. Et à partir de 1986 va commencer le déclin progressif. La nouvelle NSR 500 est difficile à piloter, il a du mal à s'adapter et ne parvient pas à se mêler à la lutte pour le titre. Honda décide de se séparer de lui, donc en 1987, Mamola ne trouve pas de guidon et fait une année blanche. Il reste visible dans les paddocks, mais le monde du GP semble quand même lui tourner le dos. Mais en 1988, il fait un retour inattendu chez Cagiva, qui est encore à l'époque en développement. Résultat, la moto n'est pas fiable, instable, et Mamola va alors apporter son expérience et son talent de metteur au point. Les résultats sont modestes, mais son rôle est essentiel dans la progression de la machine. En 1989 et 1990, il continue avec Cagiva, il termine parfois dans les points, mais ne fait plus aucun podium, et en fin de saison 1990, il se retire discrètement du championnat à plein temps. Il reviendra exceptionnellement en 1992 pour une wildcard à Donington avec Cagiva. Il terminera 12ème et annoncera officiellement sa retraite définitive de la compétition. Après sa carrière de pilote, il est resté très actif dans le monde du sport. À la fin des années 90, il devient cofondateur et ambassadeur de l'association Two Wheels for Life et organisera régulièrement des événements caritatifs dans le paddock MotoGP. Il travaille aussi ponctuellement pour la télé, notamment pour Eurosport en tant qu'analyste, et il est aussi le pilote officiel de la Ducati MotoGP biplace. En 2025, il reste une figure respectée et sollicitée dans le paddock et il garde une relation très proche avec des pilotes, notamment Quartararo, Miller et plein d'autres.
Et pour finir, parlons de Max Biaggi. Biaggi débute en vitesse en Italie en 1989, puis dès 1990, il passe en championnat d'Europe. Sa carrière grandit vite puisqu'en 1991, il fait ses débuts en championnat du monde 250 cm3 et il ne va pas tarder à se faire remarquer. Entre 1994 et 1996, il devient triple champion du monde 250 cm3 avec Aprilia, 3 titres consécutifs, et en 1997, il change d'équipe pour passer chez Honda et il va alors gagner son 4e titre consécutif. Il devient le maître incontesté du 250 cm3 et est surnommé l'empereur romain. À ce stade-là, il est vu comme le successeur désigné des grands champions 500 cm3. Il débarque dans la catégorie reine en 1998 dans l'équipe satellite Yamaha, dirigée par l'ancien triple champion du monde, Wayne Rainey. Il gagnera son tout premier Grand Prix 500 cm3 à Suzuka, au Japon, cette année-là. Il terminera vice-champion du monde derrière Mick Doohan. En 1999, il ne trouve pas la régularité, il fait quelques podiums, mais beaucoup de tensions internes commencent chez Yamaha. Et en 2000-2001, Valentino Rossi monte en catégorie reine et devient son grand rival. Leur rivalité devient légendaire, surtout après une bagarre célèbre à Velcome où Rossi gagne et lève les bras face à lui. Le début de l'ère MotoGP 4 temps en 2002, Biaggi finit alors 2e derrière Rossi qui lui est passé chez Honda. Il n'a jamais réussi à battre Rossi sur une saison complète. En 2003-2004, il passera à son tour dans l'équipe usine Honda, mais n'est toujours pas numéro 1. Rossi, lui, est parti chez Yamaha. Arrive 2004, il termine 3e du championnat avec quelques victoires et 2005 sera sa pire saison. Il se plaint de la moto, va même critiquer Honda publiquement et termine sans victoire. Honda prendra la décision de le remplacer à la fin de l'année 2005 et aucun autre team ne voudra de lui pour 2006. Sa carrière en MotoGP se termine assez brutalement. Mais Biaggi n'a pas dit son dernier mot, il va prendre sa revanche en Superbike en 2007 et deviendra enfin champion du monde Superbike en 2010 et 2012 à plus de 40 ans. Aujourd'hui, Biaggi est team manager du Max Racing Team, engagé en Moto3 et suit ses pilotes avec beaucoup d'implication. Voilà, je vous ai raconté le parcours de 4 pilotes qui ont tout connu, les podiums, les victoires, les blessures, tout, sauf le fameux titre mondial en catégorie reine. Ils ont marqué l'histoire, parfois plus que ceux qui ont été sacrés. En tout cas, si ça vous a plu, dites-le moi en commentaire. J'en ai bien sûr bien d'autres à vous présenter. Et si vous avez des noms en tête, mettez-les aussi en commentaire, je suis curieuse de voir les vôtres. Et moi en attendant, je vous souhaite un bon week-end de Grand Prix.